Le mangeur de spectres par Clifford Martin Eddy Jr. Folie lunatique, un peu de fièvre, je voudrais pouvoir y croire. Mais quand je me trouve seul après la tombée de la nuit dans les endroits déserts où m'entraînent mes vagabondages, que j'entends à travers ces espaces vides à l'infini, les échos démoniaques de ces hurlements et de ces grondements et ce bruit abominable d'ossements broyés, je frissonne à nouveau au souvenir de cette terrible nuit. À cette époque, j'en savais moins aujourd'hui sur la forêt, bien que la nature sauvage m'ait toujours autant sollicité. Jusqu'à ce soir-là, j'avais toujours eu soin de recourir à un guide, mais les circonstances m'avaient contraint à faire un essai de ma propre habileté. C'était au cœur de l'été dans le Maine, et malgré l'urgente nécessité où je me trouvais de partir de Mayfair pour être à Glendale le lendemain à midi, je ne pus trouver personne qui accepte de me piloter. À moins de prendre la longue route traversant Pitchwisset, qui ne me permettrait pas d'arriver à temps, il me fallait traverser d'épaisses forêts. Cependant, toutes les fois que je demandais un guide, je me heurtais à un refus ou à une vague échappatoire. En étranger que j'étais, il me semblait curieux que tout le monde ait à m'opposer de mauvais prétextes. Il y avait trop d'affaires importantes en train pour un village aussi endormi, et je savais que les habitants mentaient. Mais ils avaient tous des devoirs impérieux, ou, en tout cas, ils le prétendaient. Et ils ne faisaient rien de plus que de me garantir le chemin à travers bois était simple, en allant toujours vers le nord, et ne présentait pas l'ombre d'une difficulté pour un jeune homme vigoureux. En partant au petit matin, affirmait-il, je pourrais arriver à Glendale vers le coucher du soleil et j'éviterais d'avoir à passer une nuit dehors. Même à ce moment-là, je n'avais aucun soupçon. Le programme me semblait bon et je résolus d'essayer de le réaliser tout seul en laissant ces villageois paresseux hésiter à leur guise. J'aurais probablement tenté l'aventure même si j'avais eu des soupçons, car la jeunesse est entêtée et depuis mon enfance, je m'étais contenté de rire des superstitions et des contes de bonnes femmes. Si bien qu'avant que le soleil ne soit haut, j'étais parti à travers les arbres, à grands pas dansant, mon déjeuner à la main, un automatique dans ma poche et ma ceinture bourrée de gros billets craquants. D'après la distance et connaissant la vitesse à laquelle je me déplaçais, je me voyais arrivant à Glendale un peu après le coucher du soleil. Mais je savais que si j'étais obligé de passer la nuit par suite de quelques erreurs de jugement, j'avais toute une expérience de campeur pour m'en sortir. D'autre part, je n'avais pas réellement besoin d'arriver à destination avant le lendemain midi. C'est le temps qui bouleversa mes plans. À mesure que le soleil montait, la chaleur de ses rayons se faisait de plus en plus sentir, même à travers les plus épais feuillages, et à chaque pas il me faisait perdre un peu de mon énergie. Vers midi, mes vêtements étaient transpercés de sueur, et malgré mes résolutions, je me sentais faiblir. En m'enfonçant davantage dans le bois, je trouvais la piste gravement obstruée par des broussailles, et en bien des endroits, presque effacée. Il devait y avoir des semaines, peut-être des mois que personne n'avait emprunté ce chemin, et je commençais à me demander si, après tout, j'allais pouvoir réaliser mon programme. À la fin, comme je m'étais mis à avoir grand faim, je cherchais l'endroit où il y avait l'ombre la plus épaisse, et j'entrepris de manger le déjeuner que l'hôtel m'avait préparé. Il y avait quelques sandwichs quelconques, un morceau de pâté avancé et une bouteille de vin très léger, un menu en aucune façon somptueux, mais que quelqu'un qui touchait comme moi au dernier degré de l'épuisement et mourant de chaleur devait plutôt considérer comme le bienvenu. Il faisait trop chaud pour que je trouve le moindre soulagement à fumer, et je ne sortis donc pas ma pipe. Dès mon repas terminé, je m'étendis plutôt de tout mon long sous les arbres dans l'intention de profiter de quelques instants de repos avant d'aborder la dernière étape de mon voyage. Je pense que j'avais été idiot de boire ce vin, car si léger qu'il fût, il se révéla suffisant pour achever le travail de cette journée étouffante et épuisante. Mon programme prévoyait quelques instants de simple détente et cependant, après avoir eu à peine un bâillement d'avertissement, je sombrais dans un sommeil profond. Quand je rouvris les yeux, je me trouvais au sein de la pénombre. Le vent me caressait les joues et il me fit rapidement recouvrer toutes mes facultés. En regardant le ciel, je vis avec appréhension que des nuages noirs y couraient et commençaient à former un mur noir continu, présage d'un orage violent. Je savais dès cet instant que je ne pourrais pas parvenir à Glendale avant le matin,
Mais la perspective d'une nuit passée dans les bois, ma première nuit de camping solitaire dans la forêt, me parut très désagréable dans ces conditions éprouvantes. Je décidai presque aussitôt de poursuivre mon chemin, au moins pendant un moment, dans l'espoir de trouver quelque abri avant que la tempête ne se déchaîne. L'obscurité se répandait sur les bois comme une épaisse couverture. Les nuages de plus en plus bas devenaient plus menaçants. Le vent s'intensifia jusqu'à atteindre la violence d'un véritable ouragan. Au loin, un éclair illumina le ciel, suivi d'un grondement menaçant qui faisait penser à une poursuite animée d'intentions mauvaises. Je sentis alors une goutte de pluie sur ma main tendue, et bien que continuant à marcher machinalement, je me résignais à l'inévitable. Un moment plus tard, j'apercevais la lumière, celle d'une fenêtre qu'on voyait à travers les feuilles des arbres et l'obscurité. Désireux avant tout de trouver un abri, je me hâtais de me diriger de ce côté. Plût à Dieu que j'ai fait demi-tour pour prendre la fuite. Il y avait une sorte de clairière mal définie sur le bord le plus éloigné de laquelle se dressait un bâtiment adossé à la forêt vierge. Je m'attendais à trouver une hutte ou une cabane de rondins, mais je m'arrêtais net, surpris de trouver une petite maison de 2 étages, nette et de bon goût. D'après son architecture, elle devait dater de 70 ans, et son état dénotait l'entretien le plus attentif. À travers les vitres de l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, on voyait briller une lumière. Je me précipitai dans cette direction, stimulé par une seconde goutte de pluie, en traversant la clairière. Puis je frappai fort à la porte dès que j'eus gravi les marches du perron. Une voix grave et agréable répondit avec une rapidité surprenante. « Entrez !» Je poussai la porte qui n'était pas verrouillée. Entrai dans un vestibule sombre recevant quelques lumières d'une porte ouverte à droite qui donnait sur la pièce dont la fenêtre était éclairée et les murs tapissés de livres. En fermant derrière moi la première porte, je ne pus m'empêcher de remarquer une odeur particulière dans cette maison, légère et fugitive, à peine définissable, et qui faisait un peu penser à celle des animaux. Mon hôte, me dis-je, devait être un chasseur ou un trappeur, et c'est là qu'il exerce son métier. L'homme qui avait parlé était assis devant un vaste fauteuil confortable à côté d'une table de milieu, recouverte de marbre, une longue robe de chambre grise enveloppant son corps mince. La lumière d'une puissante lampe d'argan faisait ressortir ses traits, et tandis qu'il m'examinait avec curiosité, je fis de même de lui avec autant d'attention. Il était d'une beauté frappante, avec un visage mince et soigneusement rasé, des cheveux blonds, brillants, bien brossés, des sourcils longs et réguliers qui se rejoignaient au-dessus du nez oblique, des oreilles bien formées, plantées bas et très en arrière de la tête, et de grands yeux gris, expressifs, presque lumineux, tant ils étaient animés. En souriant pour me souhaiter la bienvenue, il fit apparaître de solides dents blanches, magnifiquement régulières, quand il me désigna un siège. Je fus frappé par la finesse et la minceur de ses mains, avec leurs longs doigts effilés, dont les ongles rouges, en forme d'amande, étaient légèrement recourbés et soigneusement manucurés. Je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi un homme d'une personnalité aussi attrayante avait ainsi choisi la vie d'un reclus. Excusez mon indiscrétion, mais j'ai abandonné l'espoir d'atteindre Glendale avant le matin. Un orage menace et m'engage à me mettre en quête d'un abri. Comme pour corroborer mes dires, il y eut au même instant un éclair aveuglant et un roulement de tonnerre qui se répercuta. Et ce fut le début d'une pluie torrentielle qui fouettait rageusement les vitres. Mon hôte semblait oublier les éléments et me répondit avec encore un sourire. Sa voix était apaisante et bien timbrée. Ses yeux avaient un calme presque hypnotique. « Vous êtes le bienvenu dans la mesure de l'hospitalité que je peux vous offrir, car je crains que cela n'aille pas très loin. Je boite, si bien qu'il faudra vous débrouiller pour le service. Si vous avez faim, vous trouverez un tas de choses dans la cuisine, un tas de nourriture, mais pas de cérémonie. » Je crus détecter une très légère trace d'accent étranger dans sa façon de parler, mais il s'exprimait sans aucune faute de vocabulaire ou de syntaxe. En se levant, il déploya sa taille impressionnante, puis se dirigea vers la porte de sa longue démarche claudicante. Je remarquai les énormes bras velus qui se balançaient à ses côtés, contrastant étrangement avec la délicatesse de ses mains. « Venez, je peux aussi bien me tenir dans la cuisine qu'ici. » Je le suivis dans le vestibule et la pièce qui se trouvait de l'autre côté,
et sur ses instructions, je dévalisai la pile de bois qui se trouvait dans un coin, et le placard fixé au mur. Quelques instants plus tard, quand le feu eut bien pris, je lui demandai si je devais préparer le repas pour deux, mais il refusa aimablement. « Il fait trop chaud pour manger. Et puis, j'ai pris un petit quelque chose avant votre arrivée. » Après avoir laissé la vaisselle de mon repas solitaire, je m'assis un moment en fumant ma pipe avec satisfaction. Mon hôte me posa quelques questions sur les villages environnants, mais sombra dans un mutisme morose quand il eut appris que je n'étais pas du pays. Tandis qu'il était là à rêver en silence, je ne pouvais me défendre de lui trouver une certaine étrangeté. Il y avait quelque chose de difficilement analysable qui faisait penser à un étranger. En tout cas, j'en étais tout à fait sûr, il me tolérait à cause de l'orage plutôt qu'il ne m'accueillait dans un sincère désir de m'offrir l'hospitalité. Quant à l'orage, il paraissait presque s'être calmé de lui-même. Au dehors, il commençait déjà à faire plus clair, car derrière les nuages, il y avait pleine lune, et la pluie se réduisait à une averse banale. Je me disais qu'après tout, j'aurais peut-être pu reprendre mon chemin, idée que je suggérais à mon hôte. Mieux vaut attendre jusqu'à demain matin. Vous dites que vous êtes à pied, et il y a 3 bonnes heures de trajet avant d'arriver à Glendale. J'ai 2 chambres là-haut. Et si vous acceptez de rester, vous serez le bienvenu dans l'une d'elles. Il y avait dans cette invitation une sincérité qui dissipa les doutes que j'avais pu conserver au sujet de son hospitalité. Et je conclus que ces silences devaient être le résultat d'un isolement loin de ses semblables dans cette nature sauvage. Après être resté sans rien dire le temps de fumer 3 pipes consécutives, je me mis finalement à bâiller. Cette journée a été épuisante, et je pense que je ferais mieux de me préparer à aller me coucher. Je veux être debout, vous savez, et même parti dès le lever du soleil. Mon hôte agita le bras en direction de la porte à travers laquelle je pouvais voir le vestibule et l'escalier. Prenez la lampe. Je n'en ai pas d'autre, mais ça m'est égal de rester dans le noir, vraiment. Quand je suis seul, je ne l'allume même pas, la moitié du temps. Il est difficile de se procurer du pétrole par ici, et je vais si rarement au village. Votre chambre est celle qui se trouve à droite, en haut de l'escalier. Je pris la lampe. Une fois dans le vestibule, je me retournai pour lui souhaiter la bonne nuit. Je pus voir ses yeux luire comme phosphorescents dans la pièce que je venais de quitter et qui se trouvait à présent plongée dans l'obscurité. Cela me rappela un peu la jungle, l'espace d'un instant, et le cercle d'yeux qu'on voit parfois luire au-delà de la zone éclairée par le feu du camp. Puis je montai l'escalier. En arrivant au 2e, j'entendis mon hôte traverser en boitant le palier pour gagner l'autre chambre située au-dessous. Il se déplaçait dans l'obscurité avec la sûreté d'un hibou. À dire vrai, il n'avait guère besoin de lampe. L'orage était terminé. En entrant dans la chambre qui m'avait été attribuée, je la trouvais illuminée par les rayons de la pleine lune qui entraient par la fenêtre située au midi, non munie de rideaux, et qui se répandait sur le lit. Je soufflai la lampe et laissai la maison dans l'obscurité, à part pour les rayons de la lune. Je sentis à dos l'odeur âcre, qui restait distincte de celle du pétrole, l'odeur quasi animale que j'avais remarquée en arrivant dans cet endroit. J'allai à la fenêtre, l'ouvris toute grande, respirai profondément l'air pur et frais de la nuit. Je commençai à me déshabiller quand je m'arrêtai presque aussitôt, en pensant à ma ceinture qui contenait l'argent qui était toujours à sa place autour de ma taille. Peut-être, me dis-je en me ravisant, vaudrait-il mieux ne pas me presser et être trop confiant. J'avais lu des histoires d'hommes qui saisissent une occasion pour dévaliser ou même assassiner l'étranger à qui ils ont donné l'asile. J'arrangerai donc le lit de telle sorte qu'on puisse croire qu'il y avait un dormeur sous les couvertures. Je tirai l'unique fauteuil dans un endroit obscur où il se trouvait dissimulé, bourrai à nouveau ma pipe et l'allumai. M'assis pour me reposer ou guetter, selon les circonstances. Je ne pense pas être resté assis longtemps lorsque mes oreilles sensibles captèrent le bruit de pas montant de l'escalier. Et les vieilles histoires de propriétaires brigands me revinrent avec toute leur fraîcheur quand, un moment plus tard, il se révéla que ces pas étaient nets, forts, et provenaient de quelqu'un qui ne prêtait aucune précaution pour dissimuler sa présence. Tandis que la démarche de mon hôte, telle que je l'avais entendue du haut de l'escalier, était légère et claudicante. Je secouai les cendres de ma pipe et la glissai dans ma poche. Puis saisissant mon automatique en le tirant de ma poche, je quittai mon fauteuil, traversai la pièce sur la pointe des pieds et m'accroupis, les nerfs tendus, dans un coin où la porte me dissimulait en s'ouvrant. Et elle s'ouvrit, en effet.
Dans le faisceau de lune entra un homme que je n'avais jamais vu. Grand, aux épaules larges, distingué. Son visage se dissimulait à moitié derrière une barbe fournie taillée en carré, et son cou était enfoui dans l'un de ces cols-cravates noirs très hauts, depuis longtemps démodés en Amérique. C'était incontestablement un étranger. Comme il ne pouvait être entré dans la maison à mon insu, cela me dépassait nettement, et je ne pouvais pas croire non plus un instant qu'il se soit caché dans l'une des deux chambres ou dans l'entrée se trouvant en dessous. Tandis que je le regardais avec attention à la lumière de la lune, il me sembla que je pouvais voir directement à travers son corps, mais ce n'était peut-être qu'une illusion provoquée par la surprise. Remarquant le désordre du lit, mais négligeant toutefois l'arrangement tendant à faire croire qu'il était occupé, l'étranger marmonna en aparté quelques mots dans une langue étrangère et se mit à se dévêtir. Il lança ses habits sur le fauteuil que je venais de libérer, puis il se glissa dans le lit, tira les couvertures sur lui, et en 1 ou 2 minutes, sa respiration avait pris une régularité dénotant un sommeil profond. La première pensée fut d'aller chercher mon hôte et de lui demander une explication, mais 1 seconde plus tard, j'estimais préférable de m'assurer que l'incident n'était pas, d'un bout à l'autre, une pure illusion. Je me sentais encore faible et prêt à défaillir, et malgré mon dîner récent, j'avais aussi faim que si je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. J'allai au lit, l'atteignis, saisis l'épaule de l'homme endormi. J'eus de la peine à réprimer un cri de folle frayeur et d'étonnement abasourdi. Je retombai en arrière, le pouls battant à toute vitesse, et les yeux dilatés. Car mes doigts avaient traversé l'homme endormi, et n'avaient saisi que les draps se trouvant en dessous. Une analyse complète de mes sensations discordantes et confuses serait futile. On ne pouvait toucher cet homme, pourtant je pouvais toujours le voir, là, entendre sa respiration régulière, regarder son visage à moitié tourné sous les draps. Et alors, comme j'étais certain de ma folie ou de mon état d'hypnose, j'entendis d'autres pas dans l'escalier, légers, feutrés, comme ceux d'un chien claudiquant, montant en trottinant. Et de nouveau cette odeur âcre, à présent 2 fois plus forte. Étourdi et somnolent, je me tapis une fois de plus derrière la porte ouverte, en guise de protection, secoué jusqu'à la moelle des os, mais résigné à présent à n'importe quel sort connu ou sans nom. Alors, dans le faisceau de cette étrange lumière lunaire bondit la forme décharnée d'un grand loup gris. Boiteux, aurais-je dû dire, car l'une de ses pattes arrière restait en l'air comme si elle avait été blessée par quelques balles perdues. La bête tourna la tête vers moi, et au même instant, le pistolet échappa à mes doigts crispés, en tombant et faisant du bruit, mais sans que cela se remarque. Cette succession d'horreurs croissantes paralysait rapidement ma volonté et ma conscience, car les yeux qui flamboyaient vers moi dans cette tête infernale étaient les yeux gris phosphorescents de mon hôte, et ils étaient semblables à ceux qu'ils étaient quand il m'avait fixé à travers l'obscurité de la cuisine. Je ne sais toujours pas s'il m'a vu. Les yeux se détournèrent de moi pour aller vers le lit et regarder avec une expression gloutonne la forme spectrale qui dormait là. Alors la tête se renversa en arrière et du gosier de ce démon jaillit le plus bouleversant ululement que j'eus jamais entendu. Un hurlement violent a donné la nausée, un hurlement de loup qui arrêta les battements de mon cœur. La forme étendue sur le lit s'agita, ouvrit les yeux et s'écarta de ce qu'elle voyait. L'animal s'accroupit en tremblant et alors, tandis que la silhouette éthérée poussait un hurlement d'angoisse et de terreur humaine, un hurlement de mortel qu'aucun fantôme de légende ne pouvait contrefaire, il s'élança droit sur la gorge de sa victime. Ses dents blanches, solides et régulières luisaient au clair de lune, au moment où elles se refermèrent sur la veine jugulaire du fantasme hurlant. Le hurlement se termina en un gargouillement de suffocation sanglante, et les yeux humains terrifiés devinrent vitreux. Ce hurlement m'avait fait passer à l'action en 1 seconde. J'avais ramassé mon automatique et vidé son contenu sur la monstruosité lupine qui se trouvait devant moi. Mais j'entendis le bruit mat que faisait chaque balle quand elle venait se loger sans avoir rien rencontré d'autre dans le mur d'en face. Mes nerfs cédèrent, une fureur aveugle me lança vers la porte, et cette terreur aveugle me poussa à jeter ce seul regard en arrière, qui me permit de voir que le loup avait planté les dents dans le corps de sa proie. Vinrent alors ces impressions sensorielles culminantes, et la pensée bouleversante à laquelle elle donna naissance. C'était le même corps à travers lequel j'avais passé la main quelques instants auparavant, et cependant, tandis que je plongeais dans cet escalier de noirs cauchemars, je pouvais entendre broyer des os. Comme je trouvais la piste menant à Glendale,
ou comment je trouverai le moyen de la traverser, je pense que je ne le saurai jamais. Je sais qu'une seule chose. Le lever du soleil me trouva sur la colline, à l'orée du bois, avec le village surmonté de son clocher s'étendant à mes pieds et la ligne bleue des katakas scintillant au loin. Sans chapeau, sans menton, la figure couleur de cendre et mouillée de transpiration, comme si j'avais passé la nuit dehors sous l'orage, j'hésitais à entrer dans le village tant que je n'eus pas retrouvé au moins un semblant de sang-froid. Finalement, je trouvai mon chemin en descendant les collines et à travers les rues étroites avec leurs trottoirs dallés et leurs portes de style colonial jusqu'à ce que je parvienne à Lafayette House, dont le propriétaire me regarda avec méfiance. « D'où viens-tu si tôt, fiston? Et pourquoi ces terres ravagées ?»« J'arrive de Mayfair, à travers bois. »« Tu es venu à travers les bois du diable, la nuit dernière et tout seul ?» Le vieil homme me regarda avec un drôle d'air où l'horreur alternait avec l'incrédulité. « Pourquoi pas ? Je ne pouvais pas arriver à temps par Potowissett et il fallait que je sois ici pas plus tard que midi aujourd'hui. Et la nuit dernière, c'était la pleine lune. Mon Dieu. Tu as vu quelque chose de Vassili Ukranikov ou du comte ? Dites, est-ce que j'ai l'air d'être un simple d'esprit ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire ? Vous moquez de moi ? » Mais son intonation était aussi grave que celle d'un prêtre quand il me répondit « Tu dois être nouveau venu dans les parages, fiston. Sinon, tu aurais tout su sur les bois du diable, la pleine lune, Vassili et tout le reste. » Je me sentais tout sauf désinvolte. Je savais cependant que je ne devais pas paraître sérieux après mes premières remarques. « Allez-y, je sais que vous mourrez d'envie de me raconter. Je suis comme un âne, tout oreille. » Alors il me raconta la légende à sa façon sèche, en la dépouillant de sa vitalité et de son caractère convaincant, parce qu'elle manquait de couleurs, de détails, d'atmosphère. Mais pour moi, il n'était pas besoin de vitalité ou de force convaincante que tout poète pourrait avoir donné. Rappelez-vous ce à quoi j'avais assisté, rappelez-vous que je n'avais jamais entendu parler de ce conte, sauf après que j'ai connu cette expérience et que j'ai fui la terreur de ces eaux de fantômes broyés. Il y avait un certain nombre de Russes échelonnés entre ici et Mayfair. Ils étaient arrivés de Russie après certains troubles causés par les nihilistes. Vassili Ukranikov était l'un d'entre eux. Un garçon grand, mince, beau, avec des cheveux blonds brillants et de très belles manières. On disait toutefois que c'était un serviteur du diable, un loup-garou et un mangeur d'hommes. Il s'était construit une maison dans les bois à environ un tiers du chemin entre ici et Mayfair, et il y vivait tout seul. À chaque instant, un voyageur quittait les bois avec un conte assez étrange d'après lequel il aurait été poursuivi par un gros loup aux yeux brillants et humains comme ceux d'Ukranikov. Une nuit, quelqu'un lâcha au petit bonheur un coup de fusil au loup, et la fois suivante, en arrivant à Glendale, le Russe boitait. Cela régla la question. Il n'y avait plus à présent de simples soupçons, mais des faits solides. Alors il envoya un message au comte à Mayfair. Il s'appelait Féodor Tchernevski, et il avait acheté en haut de State Street la vieille maison Fowler au toit en croupe, pour lui demander de venir le voir. Tout le monde avait mis le comte en garde, car c'était un bel homme et un splendide voisin. Mais il répondit qu'il pouvait très bien veiller sur lui-même. C'était la nuit de la pleine lune. C'était un brave, s'il en fut. Et tout ce qu'il fit, ce fut de dire à quelques-uns de ses hommes qu'il avait dans les parages de le suivre jusque chez Vassili s'il ne reparaissait pas à une heure convenable. Et ils l'ont fait. Et tu me dis, fiston, que tu as traversé ces bois pendant toute la nuit. Bien sûr que je vous l'ai dit. Je ne suis pas comte et je suis ici pour raconter l'histoire. Et qu'ont donc trouvé les hommes dans la maison d'Ukranikov? Ils ont trouvé le corps du comte lacéré, fiston, et un loup gris décharné juché dessus, les mâchoires ruisselantes de sang. Tu peux deviner qui était le loup. Et les gens disent qu'à chaque pleine lune... Mais, fiston, tu n'as rien vu et rien entendu. Non, rien du tout. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est devenu le loup, ou ce Vassili Ukranikov? Eh bien, fiston, on l'a tué. On l'a farci de plomb et enterré dans la maison, et puis on a tout brûlé.
Tu sais que tout cela s'est passé il y a 60 ans alors que j'étais un petit gamin, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je me détournai avec un haussement d'épaule. Tout cela était si curieux, si absurde et artificiel à la pleine lumière du jour. Mais quelquefois, lorsque je suis seul après la tombée du jour dans des endroits déserts et que j'entends les échos démoniaques de ces hurlements et de ces grondements, et ces affreux broiements d'ossements, je frissonne de nouveau à l'évocation de cette nuit effrayante.